qui est important, c'est que ce qu'il faut retenir, ce qui est important dans cette affaire, c'est que en tant qu'avocat donc d'Alain Soral, je prends des conclusions, je suis protégé par l'immunité du plaideur. C'est quand même le moindre des droits d'un avocat de pouvoir défendre son client, sans se soucier de l'émotivité ou de la susceptibilité des avocats de la LICRA, de l'USJF ou du CRIF. Vous comprenez? Moi, mon premier devoir pour rester fidèle à mon serment, c'est de défendre mon client. Pour terminer de répondre aux questions qu'on peut légitimement se poser, donc il y a cette immunité. Donc normalement, ça c'est le problème, c'est mon problème, si vous voulez, ça me regarde. C'est à la limite un problème de conscience et un problème déontologique à voir entre mon bâtonnier et moi, ou avec mes confrères. Mais ça ne regarde pas les magistrats, vous comprenez? Et ça ne regarde surtout pas le procureur de la République, qui est mon adversaire dans ce genre de procès. Oui, ça se voit. Oui, oui, oui. Oui, je crois que ça s'est jamais vu. Alors, on a pu me reprocher d'avoir publié mes conclusions. Mais ça, c'est une tradition de tout temps. L'auteur de conclusions, l'avocat, peut publier des conclusions. Il existe quantité de recueils de conclusions d'avocats. Enfin, je ne vais pas remonter à Cicéron, parce que c'est quand même l'un des plus grands noms, mais Cicéron publiait ses plaidoiries. Sinon, on n'aurait pas les œuvres de Cicéron. Enfin, bon, bref. Et alors, concernant Alain Soral, il y a une chose très importante à savoir, c'est que il est poursuivi comme directeur de la publication. Parce que sur le site internet d'Égalité et Réconciliation, un article a été publié, un article de la rédaction d'Égalité et Réconciliation, qui donc reprenait mes conclusions. Mais ce faisant, cet article ne faisait qu'informer le public sur le procès. Et donc là, il y a une autre immunité qui rentre en jeu, c'est l'immunité journalistique. Parce que dans le compte-rendu des débats judiciaires, le journaliste bénéficie d'une immunité. Donc voilà, ça fait deux immunités qui sont violées. Bon. Donc, au fond, c'est une décision. Enfin, moi, j'ai fait appel, et l'avocat d'Alain Soral, normalement, devrait faire appel dans les heures ou dans les jours qui viennent, hein, parce qu'il y a quelque chose d'absolument irrégulier. Alors, ce qu'il faut noter, c'est autour tout le battage des journaux, les gens de l'USJF, de la LICRA, qui se réjouissent de ce que Alain Soral soit envoyé en prison. Voilà l'affaire. Oui, oui, ce sont des procès sur des procès. De même, vous avez un autre exemple, c'est pour l'affaire du dessin des cancrelats et le dessin de l'échiquier politique. Parce que là, Alain Soral s'était défendu à la barre et il avait fait la déclaration finale que fait un prévenu. Eh bien, cette déclaration qui a été publiée, là aussi, sous le couvert de l'immunité journalistique sur les sites d'égalité et réconciliation, cette déclaration a été attaquée devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Vous voyez? Donc, c'est procès sur procès, et à chaque fois, alors eux plongent dans toujours plus d'illégalité, d'irrégularité. Comme je l'ai déjà dit, voudrait-on nourrir un sentiment de suspicion vis-à-vis de la LICRA, de l'UEJF, de l'Union des étudiants juifs de France, de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme? Voudrait-on, en somme, faire monter ce qu'ils appellent, eux, l'antisémitisme? On s'y prendrait pas autrement, hein. Oui, vous pouvez consulter sur le site d'Égalité et Réconciliation la page procès en cours et vous ferez le compte. On doit en être à 5 ou 6 procès sur des dessins. De sorte que désormais, sur les sites d'Égalité et Réconciliation, vous ne verrez normalement plus un dessin portant l'étoile de David, où figurerait un chandelier à 7, combien? 7, oui, 7 branches. Enfin, même une branche de chandelier, c'est déjà trop. Et où vous verrez des papillotes ou des choses de ce genre qui font allusion de près ou de loin à la religion juive. D'ailleurs, je me demande même si le site d'égalité et réconciliation, il faudrait faire l'expérience, pourrait publier la représentation tout simplement du dessin de l'État d'Israël, du drapeau de l'État d'Israël. Ce serait une expérience à mener. Voilà. Peut-être y aller petit à petit. Je sais que représenter le dessin de l'État d'Israël
avec sur le côté un cafard qui grignote le bord du drapeau, ça passe pas. Je sais parce que ça a été refusé. Certains ont tenté, mais ça, c'est pas possible. On ne publie pas ce genre de dessin. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé ces dernières années, ces derniers mois, c'est que la barre est montée. Et j'ai l'impression qu'elle ne cesse de monter de plus en plus haut. La barre de l'exigence et la barre de la sévérité des magistrats. Vous voyez, du point de vue des libertés publiques, c'est très grave. Parce que vous, en tant que dessinateur ou comme politique ou même que délinquant, en tant que délinquant, la base, ce qui est fondamental, c'est que vous devez agir en fonction du risque de répression. C'est-à-dire, si vous savez que en allant à droite, vous allez commettre une infraction, bon, vous irez à gauche. Le problème, c'est que là, vous allez à droite, sachant que ce n'est pas une infraction. Mais 3 mois après, on vous annonce que si. En réalité, les choses ont changé. C'est une forme de rétroactivité, en réalité, à quoi nous avons affaire. Vous comprenez? Et vous savez, c'est un privilège pour Meta TV, hein, parce que j'ai été contacté, attendez, j'ai la liste quelque part. Ils sont où les... Bon, j'ai été contacté par France Culture, par France Inter, par BFM TV, par RTL, par le Washington Post, par enfin des dizaines et des dizaines qui veulent tous savoir est-ce que Soral va aller en prison? Oui, comment, pourquoi, sinon comment? Bon, bref. Et je les ai tous envoyés promener. Non, il ne faut pas mélanger les gens. Donc, moi, je ne réponds qu'aux vrais journalistes. Voilà. Et aux médias libres, authentiquement libres, c'est-à-dire qui sont naturellement libres. Aux médias qui ne sont pas dans le mensonge et dans l'irrationalité. Et ça, bah alors, malheureusement, les financements corrompent. On dirait que l'argent corrompt. C'est même mieux que l'évolution de la jurisprudence, c'est une évolution de la pratique du pouvoir. C'est une évolution qui se situe au plan de la volonté politique. Alain Soral est un opposant politique, hein. On est dans le droit et dans le droit pénal que de manière anecdotique. Le fondement de la répression, il est politique, il n'est pas juridique, hein. Alain Soral n'est pas un délinquant. Sous d'autres cieux, il pourrait avoir des fonctions politiques officielles. Vous comprenez? Voilà, donc c'est entièrement entre la main de ceux qui tiennent le manche, quoi, le manche du pouvoir, uniquement. Ah oui, mais j'ai du mal à entendre parce qu'il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Déjà, rien que dans la Constitution, on parle d'une autorité judiciaire. Bon. Mais malheureusement, on peut constater que trop souvent, pour pas dire quasiment toujours, les magistrats sont des gens comme les autres. Il faut pas idéaliser le magistrat. Le magistrat, c'est jamais qu'un petit bonhomme ou une petite bonne femme qui a fait des études de droit, donc qui a à peu près bien travaillé à l'école, pas si bien que ça, parce que s'il avait vraiment bien travaillé, il n'aurait pas fait droit, hein, il aurait fait l'ENA ou je ne sais quoi, et qui a fait sa carrière et qui se retrouve donc magistrat. Mais il regarde la télé, il lit les journaux, il a des enfants, il a de la famille, il est influencé par ce que disent les journaux. Le magistrat est quelqu'un qui d'ailleurs est surchargé de travail, surmené, qui est noté par ses supérieurs, qui est dans le stress, qui pense surtout peut-être au crédit, à sa famille, etc. Et donc, en général, on ne va pas trouver de gens trop mal pensants dans la magistrature. Il ne faut pas aller chercher tellement plus loin. Donc, quand on lui présente Alain Soral et qu'en même temps, vous avez des journaux qui disent il faut le mettre en prison, ça suffit, l'impunité, c'est un danger antisémite, etc., négateur de la Shoah et compagnie. Bon, bah vous êtes magistrat, vous vous dites, bah je pense que vous vous dites, allez, j'y vais. J'y vais parce que je veux y aller. Mais les médias influencent tout le monde. Vous, moi, nous sommes tous influencés par le discours médiatique. Bon, nous avons fait des efforts, nous faisons des efforts quotidiens pour essayer de décrypter les informations, d'accéder à des sources qui soient indépendantes.
Les gens qui ont la chance de lire dans des langues étrangères peuvent s'informer sur les médias chinois, les médias russes, même les médias américains ou anglais. Regardez même Todd qui dit qu'il ne lit plus la presse française. Il ne s'informe que sur la presse anglaise et la presse américaine. Parce que c'est là que vous avez les informations. Il faut comprendre que nous vivons dans un pays quand même très particulier actuellement. La France est un pays qui ne ressemble plus à rien, quoi. Enfin, enfin, bon, je l'apprends à personne, hein. Donc il y a une influence, et puis il y a également, il y a également un pouvoir politique qui tient l'État. Bon, et ce pouvoir politique, les idées politiques, vous savez, ça ne connaît pas la séparation des pouvoirs, hein. Quand on a envie de promouvoir le progrès LGBT, l'idée des citoyens, du citoyen du monde, l'émigration, euh, la parfaite égalité entre les hommes et les femmes, les égalités de genre, etc. Bon, effectivement, Alain Soral est un adversaire politique. Il peut même passer pour un parfait hérétique. C'est le cas. Donc à ce moment-là, quand vous l'avez en face de vous, vous n'allez pas lui faire de cadeaux. C'est tout à fait. Ce n'est pas surprenant. Oui, je précise que la condamnation, par exemple, dont moi je suis l'objet, hein, dont je fais l'objet, ne me surprend pas fondamentalement. Enfin, qu'on m'empêche de faire de rester fidèle à mon serment et de, de faire mon métier, bon, ne me surprend pas. Étant défenseur de Robert Faurisson et d'Alain Soral, c'est trop. C'est trop. Bon, voilà. C'est tout. Non, non, mais j'ai jamais cherché à les défendre autrement que dans les règles. Simplement, en face, on plie les règles. Depuis 10 ans, 15 ans, entre Soral, Dieudonné, Faurisson, puis d'autres, Rissen, Renoir, etc., mais on pourrait remonter à Garaudy, jusqu'à Bardège, etc., on constate que les règles du droit sont très usées, quoi. Il y a une usure. Il y a une usure. On a abîmé le droit français. Faut bien comprendre ça. Le droit français a été complètement infléchi. On n'est plus du tout le pays des droits de l'homme et des libertés, hein, c'est terminé. Enfin, ça, on le voit tous les jours. Enfin, il suffit de voir le traitement qui est réservé aux Gilets jaunes. Non, oui, pas. Ça, quand même, ça passe de moins en moins bien, hein. Quand le président Macron se permet de donner des leçons au chef d'État du Venezuela, quand même, ça passe très mal, hein. Parce qu'en plus, de nos jours, nous avons un président aux États-Unis et un président en Russie qui ne sont plus dupes, hein, et qui seraient plutôt du côté d'ailleurs d'Alain Soral que du côté de Macron, à mon avis. Voilà. Donc ça nous laisse un espoir, disons, hein. Ah oui, des procès, oui, ah ouais, absolument. Alors là, vous avez ça fait partie du mouvement. Il y a une volonté de secret qui est indéniable. Déjà, l'absence de publicité, ça c'est scandaleux. Je veux dire, l'absence de publicité réelle. Il serait naturel que les audiences soient retransmises sur Internet. Un procès est public. Il n'y a aucune raison de ne pas le retransmettre. On retransmet bien les procès, les débats à l'Assemblée nationale. Pourquoi on ne retransmettrait pas les débats devant les tribunaux? La publication également. Vous savez, il y a toute une évolution. Autrefois, on publiait les décisions en laissant les noms. Aujourd'hui, il y a une tendance, on anonymise les décisions. C'est-à-dire, on ne met plus Jean-Marie Le Pen a été condamné, on met X a été condamné. D'ailleurs, il y a aussi une volonté de la part des magistrats, des greffiers, des parquetiers, de ne plus donner leur nom. Ils n'aiment pas quand leur nom apparaît. Bientôt, nous aurons des magistrats, soit qu'on ne verra plus, soit qui apparaîtront masqués, je pense, comme des bourreaux, vous savez, avec des chapeaux pointus, voilà, des cagoules. Bon. Ça, vous avez tout à fait raison. Il y a une volonté de se cacher en réalité. Et de cacher, d'ailleurs, pourquoi j'ai publié mes conclusions, moi, c'est dans un souci de publicité. De même de même que quand nous avons un jugement qui condamne Alain Soral, nous le publions.
Et c'est un désir très français, parce que l'attrait du français, hein, pour le procès, c'est quelque chose de culturel, de profondément enraciné dans l'inconscient collectif du français. Hein. C'est dans l'âme française. Hein. On s'est constitué autour de choses qui ressemblent à des procès autour du droit. Hein. Il y a quelque chose. Et il n'est pas rare que les choses bougent en France grâce à des procès. Hein, on a eu le procès de Jeanne d'Arc, on a eu le procès des Templiers, on a eu les procès euh, avec Voltaire, là, les procès de Chevalier de la Barre ou je ne sais quoi. Là. Et puis il y a eu les procès au 19e siècle, il y a eu l'affaire Dreyfus, enfin bref, il y a quelque chose de fort, hein, autour de ça. J'ai un ami qui avait été assistant de justice et qui avait travaillé donc dans la magistrature. Et il m'avait donné ce conseil, il m'avait dit, il faut penser d'abord au confort du magistrat. Il faut surtout ne pas le bousculer. Il faut le ménager. Mais d'ailleurs, en tant que plaideur, je peux dire que euh, l'une des clés pour une bonne plaidoirie, c'est effectivement d'obtenir la sympathie du magistrat. Mais comment? Le mieux, c'est d'arriver à le faire rire. Si vous arrivez, ça tous les avocats vous le diront, si vous arrivez à faire rire le magistrat, vous pouvez être à peu près sûr d'obtenir gain de cause. Parce que vous avez déclenché, parce que le rire est un révélateur, vous avez déclenché dans son esprit une idée, il y a une pensée qui lui a traversé l'esprit. Sinon, il n'aurait pas ri. Bon, il y a une pensée qui lui a traversé l'esprit, et cette pensée mettait le doigt sur quelque chose d'important. Et peut-être même, le faisait changer d'avis, vous voyez. C'est le changement d'avis qui a déclenché ce. Vous savez, il y a un livre de Bergson sur le rire. Il faudrait relire Bergson. Bon, en général, vous savez, de toute façon, la plaidoirie de l'avocat n'a que peu d'influence, hein, sur les décisions qui vont être prises. Oui, c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, la peine requise pour Alain Soral a été doublée et la peine requise contre moi a été divisée par 3. C'est-à-dire que moi, on avait requis 15 000 euros d'amende et ça s'est transformé en 5 000 euros d'amende. Alors que dans le même temps, lui, on multipliait par 2. Alors, il y a quelque chose d'ailleurs de profondément injuste parce que finalement, il est condamné à cause de moi, puisque ce sont mes conclusions dont la publication lui est reprochée. Donc, on peut aussi s'étonner de ce sort. Bon, voilà. Mais c'est un signal aussi qui est envoyé sur le fait que on ne veut plus de cette ligne de défense là. Ben, quelle est-elle ma ligne de défense? Ma ligne de défense, ça a toujours été de considérer qu'Alain Soral était un opposant politique et que ma première mission, c'était d'informer le public de ce qui lui arrive. C'était de rétablir le lien, comme je l'ai fait pour Robert Faurisson, le lien avec les sympathisants, les militants et avec le grand public. Voilà, c'est ça la mission fondamentale en matière politique d'un avocat. C'est tout. C'est essentiel. Voilà qui est clair, net et précis. Macron est le meilleur président qu'on ait jamais eu. La Cour recommande que soit votée une loi visant à interdire toute forme de contestation dans ce pays.